La responsabilité est entièrement, en tout cas, sur le dos du CNRD et sur le dos du général Mamadi Doumbouya. Parce que nous disons carrément que tout ce qui se passait se faisait avec son aval. Bonjour, docteur Edouard Zoutoumou Pougoumou. Bonjour. Alors, merci de recevoir Guinée Matin chez vous ce matin. Nous parlons de la situation qui prévaut dans notre pays depuis le 1er décembre dernier. Vous le savez autant bien que moi qu'il y a eu un drame qui a frappé tout le pays, mais plus particulièrement la région de Zérékoré qui a abrité un match de football de télétrophée, le président Mamadi Doumbouya, à l'issue duquel match il y a eu une tragédie. Et on veut savoir d'entrée de jeu, vous en tant que d'abord leader politique, mais aussi fils ressortissant de cette région-là, comment vous avez aperçu ce drame-là? Comment vous l'avez appris et quelle est votre réaction par rapport? Merci pour votre question. Je dois dire d'entrée de jeu que c'est avec vraiment un cœur meurtri que j'ai appris effectivement les événements douloureux qui ont eu place, en tout cas à Zérékoré, à l'issue d'un match de football qui aurait été organisé justement pour des raisons que tout le monde connaît. Je dois dire d'abord que je voudrais présenter à mes compatriotes, à mes frères, mes parents qui sont là, qui ont effectivement subi la plus grande justement de ces casualités, qui ont subi ce sort. Je veux leur adresser toutes mes condoléances les plus attristées. Et il faut dire d'entrée de jeu que je ne suis pas, disons, surpris. Parce que il ne faut pas se voiler la face, nous ne l'avons jamais fait. Quand des gens persévèrent effectivement dans des entreprises sans issue, c'est toujours comme ça. Nous avions dit que nous ne pouvons pas situer, en tout cas, les responsabilités de cette tragédie ailleurs. La responsabilité est entièrement, en tout cas, sur le dos du CNRD et sur le dos du général Mamadi Doumbouya. Parce que nous disons carrément que tout ce qui se passait se faisait avec son aval. Maintenant qu'on essaie d'expliquer autrement, parce que s'il n'y avait pas eu de carnage, on serait en train de conjuguer un autre verbe aujourd'hui. Mais parce qu'il y a eu le carnage, on cherche maintenant à s'éloigner justement de cette réalité pour faire comprendre qu'il y a eu tel, qu'il y a eu tel, qu'il y a eu tel autre. Mais le nœud du problème se trouve dans le fait qu'on organise des compétitions sous un couvert, en fait, sous le couvert justement d'une sorte de campagne déguisée qui ne dit pas son nom. Et maintenant, comme on n'a pas pu effectivement cacher cette réalité, on est obligé de trouver d'autres formules. C'est vraiment malheureux qu'à ce stade, qu'on soit en train d'assister à des événements de ce genre qui me rappellent tristement cet autre événement dans un autre stade, le 28 septembre 2009. C'est l'équivalent du 28 septembre 2009 qui s'est joué effectivement le 1er décembre 2024. Alors, encore une fois, je suis vraiment désolé et je souhaite encore une fois un bon repos à ceux qui ont perdu la vie, justement, et mes condoléances aux familles à épleurées. Voilà. Alors, docteur, vous condamnez cet état de fait, mais puisque le fait est déjà consommé, il y a eu plusieurs cas de mort, notamment on nous parle de 56 du côté du gouvernement. Et pour vous, quelle devrait être la gestion de cette crise-là ce jour? Bien, malheureusement, vous savez, quand les gens sont dans... les gens ont pris l'habitude de ne pas confronter les problèmes et de ne pas être, disons, franc avec les chiffres. C'est toujours comme ça. Ce genre de choses, c'est d'abord la vérité qu'il faut chercher à établir. Mais quand on dit 56, nous avons des sources à l'hôpital. Nous avons des parents qui travaillent à l'hôpital et qui nous rapportent un certain nombre de faits. Vous dites 56 alors que, disons, la morgue est remplie de cadavres qui se sont superposés comme des sacs de riz. On ne peut pas parler de 56 dans ce cas. Et vous voyez le couloir de l'hôpital. Le couloir de l'hôpital est couvert complètement de cadavres.
On ne peut pas parler de 56 dans ces conditions. Moi, je pense que la première des choses à faire aurait été de ne pas donner de chiffres. Attendre effectivement qu'on ait au moins une certaine estimation avant de venir. Mais la façon de gérer maintenant, c'est quoi? On ne peut pas parler de, comment on appelle, de crise sans mesure. Et on ne peut pas non plus parler, parce qu'il faut anticiper. Quand on organise des événements de ce genre, on anticipe toujours. Surtout quand on va aux environs, on essaie de prendre les enfants par-ci, par-là, dans des bus pour les amener dans un stade. La plupart des cadavres, c'était des enfants, des adolescents. Et dans ces conditions-là, nous pensons qu'on aurait mieux fait d'abord de ne pas essayer de cacher la vérité. Parce que ce qui se passe, c'est des sortes de fuites en avant pour essayer de minimiser effectivement l'impact. Ce problème est effectivement en train d'alimenter, comment on appelle ça, la société. D'accord. Alors, vous qui avez des répondants du côté de la préfecture de Zérékoré, vous avez appelé à l'hôpital. Quel chiffre exactement vous a remonté pour vous? On peut estimer cela à combien? Les premiers chiffres qui nous étaient venus, c'était plus de 100 morts. Quelques heures après, quand les gens sont revenus, ils nous ont dit qu'il ne faut même pas compter sur 100, c'est plus de 300. C'est ça la réalité. On dit que les gens, peut-être que les autorités ne cherchent pas à dire vrai, mais en réalité, quand vous voyez ce qui se passe, on est toujours en train de compter les cadavres dans les quartiers. On est toujours en train de justement de se renseigner davantage sur les sources hospitalières. Et les gens sont en train de chercher effectivement leurs enfants, leurs époux et leurs épouses. Donc on ne peut pas parler de 56, on ne peut pas arrêter de chiffres quelques minutes seulement après. Donc nous pensons que c'est en tout cas au-delà de la centaine ou alors de plusieurs centaines. C'est ce que nous savons. D'accord. Alors parlons toujours de l'organisation, de la gestion de ce carnage-là. Dites-nous, est-ce que sur le plan sécuritaire, comment vous avez trouvé, façon ça a été géré avec des tirs à gaz lacrymogène dans le terrain? Justement, je pense qu'ici, nous sommes dans la culture de la violence. Sinon, quand les gens s'organisent, quel que soit le type de manifestation, le contrôle de foule ne se fait pas avec des armes de guerre. Le contrôle de foule ne se fait pas avec le gaz lacrymogène, surtout dans un terrain poussiéreux. Vous savez, le stade, si vous connaissez le stade du 3 avril, il est très poussiéreux. C'est une seule entrée, une seule sortie. Surtout en rénovation, nous apprendons. Le stade n'est pas prêt. Le stade n'a jamais été... Depuis que moi, j'étais au lycée à Zérékoré, je parle des années 76, ce stade est de cette façon. Alors, quand on veut rénover, il faut au moins qu'on attende. Vous savez, en Guinée, il n'y a pas de stade qui réponde à des normes internationales. C'est même la raison pour laquelle on ne joue aucun match ici en Guinée. Mais si on doit organiser un match, de surcroît un match pour appuyer, nous le disons, pour appuyer la candidature peut-être non annoncée, mais qui est perçue, qui est réelle du général, il faut qu'on prenne les dispositions. Eux-mêmes l'ont dit dans la charte. Quand des gens manifestent, d'abord c'est interdit, mais s'ils doivent le faire, il faut qu'ils en prennent la responsabilité. Ça ne coûterait rien donc de passer et de prendre toutes les mesures pour ne pas qu'il y ait de débordement. Ce n'est pas une raison pour qu'on lance le gaz lacrymogène, justement, même s'il y a des échauffourées dans un terrain de football, ce n'est pas avec le gaz lacrymogène qu'on va départager. C'est pourquoi il y a les forces de sécurité. Le maintien d'ordre se fait avec les gourdins. Vous descendez avec les gourdins sur le terrain, comme ça vous maîtrisez vite les gens et vous les séparez, c'est ça. En tout cas, ce sont des altercations entre des footballeurs. Nous pensons que c'est loin de là. Alors c'est ça. Vous parlez de l'éventuelle candidature du président de la République. Dites-nous quelles sont les causes, selon vous, qui ont mené à cet incident-là? Nous pensons que dans un climat aussi volatile que celui que nous sommes en train de vivre présentement, on est en train de vivre un climat où d'abord on ne veut pas effectivement qu'il y ait des bruits autour de cette candidature de façon non contrôlée. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas que les médias en parlent, c'est pourquoi les médias sont partis, c'est pourquoi on ne veut pas que même les partis politiques en parlent, c'est pourquoi ces partis politiques-là sont, je dis, les personnalités-là sont en sursis, c'est ça la réalité, c'est une question de temps, sont en sursis et ils le savent. Et nous n'avons pas manqué, en fait, je profite de l'occasion pour le dire,
pour dire à la délégation des Nations Unies qui était venue, j'étais de la délégation qui était allée. On leur a dit effectivement de ne pas, la prochaine fois qu'ils viendront ici, de ne pas se leurrer. S'ils ne trouvent pas la plupart des figures se trouvant autour de la table, il ne faut pas qu'ils cherchent ailleurs, parce qu'on cherche à les museler. On ne veut pas que les gens parlent de la candidature du général Doumbouya qui est un parjure, parce que le général a dit clairement, et c'est écrit dans la charte, dit que ni lui, ni aucun membre de son gouvernement ne sera candidat. Maintenant qu'on cherche à valider cette candidature-là, on est obligé de passer par des chemins plus ou moins tortueux. Et quand on le fait, ben, il y aura bien sûr des retombées. C'est dans ce cadre-là que ce tournoi a été organisé. C'est dans ce cadre que ce tournoi a été organisé. Le tournoi a été... Il y a même eu des distributions de t-shirts à l'effigie du général sur le terrain aux enfants qu'on est allé prendre. Alors dites-moi, si on ne promeut pas une candidature, pourquoi on va distribuer justement des effigies? Pourquoi on va donner de l'argent aux gens qui ont pris et qui sont allés sur le terrain? Pourquoi on va le faire? Nous pensons que si on le fait, c'est avec des motifs bien cachés, mais qui ne sont pas... qu'on ne peut pas... Il ne faut pas qu'on prenne les gens pour... D'accord. Voilà. Alors, docteur, partant de votre analyse, vous dites que ce tournoi est organisé dans le cadre de la promotion de la candidature du président de la transition. Oui. Alors, que pensez-vous aujourd'hui du fait que cela est en train d'être caché? Aujourd'hui, on enlève le nom du président doté du trophée, le président de la transition. On ne veut plus entendre cela à la télé. Pourtant, c'était organisé sur cette base-là. Qu'est-ce que vous pensez de... Justement, c'est le volte-face. Vous savez, en organisant ce tournoi, je veux dire, tournoi, ça c'est en anglais, en organisant ce tournoi, les organisateurs n'avaient pas anticipé justement cette possibilité-là, que les choses pouvaient tourner au vinaigre. Ils avaient toujours pensé que ce serait, les gens viendraient acclamer et tout ça. En ce moment, comme je l'ai dit à l'entame, on serait en train de conjuguer un autre verbe. Mais puisque les choses n'ont pas marché, il faut dissocier complètement l'image du général de ce qui s'est passé et du CNRD. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous connaissons tous la réalité. Nous connaissons cette réalité aujourd'hui parce que toute la communauté et la communauté internationale a le regard braqué justement sur ces événements. Il faut tout faire pour justement écarter l'image du général et écarter même l'image du CNRD. Or, nous sommes là, nous observons. Et parler seulement d'un simple tournoi de football. Mais justement, ce n'est pas un tournoi. Si vous voyez l'affiche qui était là, derrière l'affiche, effectivement, c'était le tournoi en faveur justement doté d'un trophée du général. Donc, on ne peut pas me dire que c'est un tournoi. Si c'était un tournoi simple, ça allait être dans le cadre, par exemple, de la Coupe nationale. On allait dire c'est dans le cadre de la Coupe nationale qu'on fait ceci. Mais ce tournoi a été organisé justement pour effectivement booster la popularité du général. C'est dans ce cadre que le tournoi a été organisé. Maintenant, si ça n'a pas marché, bien sûr, il faut rétropédaler, faire en sorte qu'on ne mette pas en avant, disons, l'idée première justement de l'organisation de ce tournoi. Alors, c'est ce qui est en train de se passer. Nous pensons que c'est une fuite en avant et il vaut mieux être franc, venir dire carrément aux gens ce qui s'est passé et présenter ses excuses à date. Je ne sais pas si le général a parlé, moi je n'ai encore pas écouté. Mais je ne sais pas s'il ne l'a pas fait, il aurait dû le faire pour calmer les esprits, parce que les esprits sont chauffés. D'accord. Justement, en parlant des excuses, selon vous, qu'est-ce que le gouvernement et le CNRD doivent assumer dans cette situation? La première des choses aurait été de ne jamais chercher justement, parce qu'il faut remonter la filière. Pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'on veut effectivement faire en sorte que l'on ne respecte pas les clauses de la charte de la transition. Et pour ça, s'il faut faire un détour, on est obligé de passer par ces formules. Ce que les gens pouvaient faire, c'est d'abord de ne pas accepter qu'on organise des tournois justement dans ce sens, parce qu'on sait que c'est illégal, illégitime donc d'organiser, d'abord de promouvoir la candidature ou la possibilité d'une candidature du général aux élections à venir, des élections qui ne sont encore même pas annoncées. Donc les élections, c'est entre les partis politiques et tous ceux qui viendront. On n'est pas encore à ce stade. Alors si on veut anticiper et faire en sorte que l'on puisse imposer une candidature
par après, en ce moment, c'est que nous sommes en train justement de préparer le terrain pour ce genre d'événement. C'est malheureux que ce soit arrivé ainsi. C'est pourquoi j'ai dit, franchement, j'ai le cœur meurtri quand j'apprends qu'il y a des centaines de morts, des gens qui sont sortis pour aller à un stade, ne devraient pas être confrontés à ce type de carnage, malheureusement. D'accord. Alors, docteur Edouard, aujourd'hui, il y a eu, nous apprendons, la mise en place d'une commission nationale indépendante d'enquête afin de lucider les vraies raisons qui ont conduit à ce drame-là. Est-ce que vous, en tant que leader politique, en observant l'évolution de cette situation, vous avez foi aujourd'hui à l'aboutissement d'une enquête sérieuse dans cette situation? D'abord, on ne devrait pas parler de commission d'enquête pour établir, vous avez dit les raisons. Les raisons, nous les connaissons a priori. On doit faire, si c'est une campagne, des enquêtes qui doivent être menées, c'est des enquêtes pour situer les responsabilités. Parce que c'est une chose de convoquer les gens, c'est une autre chose justement de voir des gens qui ont activement supporté la chose. Et pour justement cette campagne, si on veut établir justement les raisons, pour moi et pour nous autres qui observons, on ne doit pas épargner le CNRD et même le général. Donc vous êtes catégorique? Nous sommes catégoriques dessus. Les responsables, c'est... Les responsables, c'est ceux qui ont avalisé justement la tenue d'abord de ce tournoi, qui est un tournoi, comme je l'ai dit, pour supporter le général. Et les responsables, c'est ceux qui sont allés en campagne active. On les connaît tous, pour aller effectivement faire la promotion de cet événement et qui était effectivement sur le terrain. Donc on ne peut pas parler des uns sans parler des autres. C'est dans un ensemble, c'est dans un tout. Et si on doit prendre le tout, ben, il faut que les enquêtes soient... Nous ne voulons pas d'enquête cosmétique. L'enquête cosmétique, c'est quoi? Qu'on essaie de faire en sorte que... de faire semblant de faire une enquête alors qu'on ne veut pas aller au but. Mais prenez toutes les situations que nous avons eues ici. Quelle est l'enquête sérieuse qui a été menée pour établir, par exemple, les 63 jeunes gens qui ont perdu la vie dans les manifestations? Il n'y en a jamais eu. Quelle est l'enquête qui est venue quand, comment je peux dire ça, à l'issue comment on appelle, des coupures intempestives de courant, les gens manifestent, il y a des cas de meurtre. Quelle enquête on a eu quand des leaders ont disparu, ont été kidnappés, ils ont disparu complètement et on ne sait jamais ce qui s'est passé à leur niveau. Quelle enquête y a-t-il eu quand des gens sont morts en prison, détenus pour des raisons qu'on ne connaît pas, dans un état de droit? Alors, comment est-ce que nous pouvons être sûrs que l'enquête sera une enquête vraiment transparente? Vous êtes sceptique là-dessus? Nous sommes sceptiques. La seule façon, pour nous en tout cas, d'établir les faits, c'est de dissocier carrément justement le gouvernement de ce genre d'enquête. Adressons-nous justement aux organisations. Vous savez, la CPI est là, ce n'est pas pour autre chose. La CPI est là pour effectivement entrer parce que c'est un crime contre l'humanité. Avec le projet, comment on appelle le procès de Dadis, on parlait de 150 et quelques morts. Bon, la CPI, ça n'est saisi, effectivement. Et nous sommes en train de parler, et ce sera confirmé, parce qu'on a les chiffres, les gens qui sont là, il y en a, on ne peut pas, disons, devancer. Mais on sait que c'est au-delà de 300 personnes. Alors si c'est le cas, c'est déjà double de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et si la CPI s'était intéressée à cela, ben, il y a bien une raison qu'elle puisse s'intéresser aussi à ce cas précis. Et nous, en tout cas, nous allons tout faire pour les informer par d'autres channels. On y sera informés, ce sera à eux de prendre les dispositions. D'accord. Alors, parlant de ces chiffres-là, est-ce que vous exigez aujourd'hui la publication du nombre exact de morts? Mais bien sûr. Parce qu'on nous a parlé de 56 provisoires, mais ça n'évolue pas. On a l'impression que ça n'évolue pas. Et pourtant, il y a des malades. Là encore, il faut dire le chiffre 56, quand on l'a avancé, on n'a pas dit que c'était provisoire. La première version qui était sortie, c'est qu'on parlait de 56 morts. On n'a pas dit que c'était, disons, des résultats provisoires. Donc, quelque chose qui laissait l'ouverture, justement, à des ajustements éventuels. Ça pouvait se comprendre. C'est quand les gens, la Ligue des leaders,
étaient allés faire une autre enquête, je crois qu'ils sont allés dans les quartiers, qui sont revenus avec un chiffre de 100 et quelques, 135, quelque chose comme ça. Mais entre-temps, même là, ce n'est pas définitif parce que justement, comme je le disais, il y a toujours des gens qui sont à la recherche de leurs enfants, de leurs maris et de leurs épouses. Vous exigez alors... Nous exigeons que toute la lumière soit faite et que justement le chiffre exact soit publié. Quand c'est fait, on ne peut pas rétropédaler. C'est déjà fait, donc il faut plutôt informer les gens. Ensemble, nous allons chercher les voies et moyens pour effectivement calmer cette population-là et leur dire que, de toute façon, de prendre leur mal en patience parce que le gouvernement, effectivement, doit faire face à ses obligations. Et nous veillerons à ce que le gouvernement le fasse. Mais quand on veut cacher, justement, ça va plutôt envenimer la situation. Nous ne voulons pas, nous voulons que le gouvernement soit responsabilisé dans le sens, effectivement, de dire ce qui est correct. Parce que les chiffres qu'on avance, c'est de la contre-vérité. C'est ça que nous voyons. D'accord. Alors, aujourd'hui, selon plusieurs observateurs, depuis l'avènement de ce drame-là, le président de la République n'a dit mot, et même les 3 jours de deuil national décrété sont venus 24 heures après. Qu'est-ce que vous pensiez de cette... Justement, nous pensons qu'au départ, s'il y a eu clairement d'autres idées ou d'autres raisons pour lesquelles ce tournoi-là a été préparé, ils ont été pris à court par la tournure des événements. Donc il n'y a pas eu d'ajustement, disons, au temps. On ne l'a pas actualisé pour être beaucoup plus prompt. C'est ce qui explique. Il y a eu d'abord ce choc. Puis on ne vous attendait pas à quelque chose. Vous l'observez et les nouvelles qui viennent ne sont pas bonnes, vous serez choqués. On dirait que ça va bloquer effectivement votre processus même de réflexion. Par conséquent, vous ne pouvez pas apporter certaines suggestions que lorsque vous réfléchissez dessus. Mais si le choc est au-delà justement de votre capacité de pouvoir réagir rapidement en termes de réflexion, c'est ce qui va expliquer ceci. Parce que donc c'est ce qui explique l'inertie du président. Pour nous, il était d'abord sous choc. Il ne s'attendait pas à ce que cela arrive. Et quand c'est arrivé justement, ils étaient si confus qu'ils n'ont pas pu prendre de dispositions effectivement pour pouvoir gérer la suite. Parce que c'est une chose d'organiser, c'est une autre chose de gérer effectivement ce qui suit après. Alors nous pensons qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu de... Mais les gens n'ont pas... Le président de la République, pas de la République, j'ai toujours dit ça, c'est pas le président de la République, le président de la transition aurait dû être beaucoup plus prompt. Parce que lui-même, il aurait dû se déplacer. Aller à Zérékoré. Aller à Zérékoré, pourquoi pas? Et à sa place, je l'aurais fait. Je serais allé. Pourquoi il y a un hélicoptère? Et mieux, quand on a envoyé un hélicoptère pour aller voir les gens, on aurait dû, on sait que c'est des cas, par exemple, d'urgence médicale, on aurait dû prendre certains médecins ici et les amener là pour au moins renforcer l'équipe. Évacuer certains cas graves. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On prend un hélicoptère ou un avion, n'importe quoi, et puis des gens vont. Les officiels. Exactement, c'est comme s'ils allaient en villégiature. Je crois que c'est cette interprétation-là qui est mauvaise. On a su donc que, effectivement, ça semble ne pas être un événement de grande priorité ou de grande importance. Sinon, moi je pense que le président de la transition aurait dû faire le déplacement en personne. En personne pour aller montrer justement à cette population là-bas que ce qui est en train de se faire en son nom, d'abord, ce n'est pas en son nom qu'on devait faire, ça allait le disculper dans beaucoup de cas pour faire comprendre aux uns et aux autres que tous ceux qui sont en train de s'agiter s'agitent en leur propre nom, pas en son nom à lui. Deuxièmement, ça allait montrer effectivement qu'il a de la compassion pour la population qui est endeuillée. Nous pensons que quand des choses comme ça vous les superposez, vous aurez beaucoup de... Il y aura beaucoup d'éléments justement d'apaisement en sa faveur. Mais à l'heure qu'il est, venir 24 heures après et essayer de faire en sorte que les chiffres soient plus ou moins massagés, je pense, camouflé, oui, c'est le massage, on est en train de massager les chiffres. Faisant cela l'un dans l'autre, ça donne l'impression effectivement que l'importance
n'est pas vraiment à ce niveau ce qu'elle devrait être. C'est ça. D'accord. Alors, docteur, pour certainement finir cette interview-là, qu'est-ce que vous avez à dire en dernier mot à l'opinion nationale, mais aussi internationale par rapport à ce drame? Moi, je dis simplement que aujourd'hui, nous sommes en train justement de voir, c'est des signes prémonitoires de beaucoup de mauvaises choses que les esprits sont en train de nous montrer. Nous avons toujours dit au général Doumbouya que le soldat, nous venons de famille de militaires. Mon père était un ancien militaire. Le militaire, c'est sa parole. Quand il donne sa parole, il doit la respecter. Nous avons dit au général qu'on est en train de l'amener dans un terrain qui est très glissant. Le fait qu'on le pousse à aller, disons, sur ce terrain pour présenter sa candidature, même s'il n'a rien dit, le fait qu'il reste sans réagir à cela est en train de nous dire qu'on dit qu'il ne dit rien consent. Alors nous lui disons, c'est pas encore tard. Il peut se ressaisir et revenir dire à ceux qui le poussent qu'il a donné sa parole, il va la respecter. Les choses peuvent rentrer dans l'ordre très facilement. Sinon, nous pensons, c'est pas seulement à ce niveau-là, c'est pas à dire que seulement qu'il y a des problèmes. Nous disons donc au général, comme il a dit, il est venu pour faire l'amour à la Guinée et il ne faut pas qu'il vienne endeuiller la Guinée. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Et justement, quand les cadavres sont des cadavres, mais l'après-cadavre, ces gens qui sont partis, comment on appelle, des rejetons. Ils ont des familles, ils ont des gens qui peuvent avoir à l'esprit aujourd'hui de vengeance. Aujourd'hui, nous avons des rapports qu'on ne veut voir personne avec un t-shirt du général Doumbouya à Zérékoré. Alors, c'est des choses, c'est des scènes auxquelles on n'aurait pas dû assister si les choses étaient dans l'ordre. Nous n'avons jamais dit que le général Doumbouya n'est pas un Guinéen et qu'il ne peut jamais se présenter aux élections présidentielles. Nous disons que dans la foulée, c'est un parjure, parce qu'il a juré de ne pas le faire. Ce n'est pas seulement devant la communauté guinéenne, il l'a dit devant la communauté internationale, devant tout le monde. Lui-même, il l'a dit à plusieurs reprises. Alors pourquoi ne pas justement couper court et justement respecter ce qu'il a dit? Nous pensons que, encore une fois, comme je l'ai dit, tous ceux qui sont en train de critiquer le CNRD sur ce chemin-là sont tous en sursis. Ça, c'est nous tous. Donc, on ne sera pas surpris. Ce n'est pas ce qui va nous faire, ce qui va faire qu'on va se taire. Parce que quand c'est un tort, il faut le dénoncer. Il faut dénoncer ce tort. C'est un mal qu'il faut soigner. Et nous pensons qu'il faut le soigner à sa source. Toutes les mesures, à mon avis, devraient inclure le général lui-même. Voilà. Donc vous n'avez pas peur d'être arrêté aujourd'hui? Arrêté? Pourquoi on va m'arrêter? Parce que je suis en train de dire ce que j'ai dit. Je ne dois rien à qui que ce soit. Je ne suis pas dans les couloirs du gouvernement. Je ne suis pas dans les viseurs de la CRIEF. Pourquoi on va m'arrêter? Je suis un responsable politique. C'est mon opinion politique. Si c'est pour ça qu'on va m'arrêter, d'accord, qu'on le fasse. Ça va plutôt exposer les gens. Le problème, c'est qu'on n'arrête pas les gens de façon frontale. On arrête les gens de façon très insidieuse. À la tonton Macoute, comme j'aime le dire. Les tontons Macoute, c'est la police secrète d'Haïti qui surgissait à la faveur de la nuit, faire des dégâts considérables, puis, disons, extraire ceux qui veulent extraire et disparaître avec. Même leur sein ne restait pas. Alors, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce soit la méthode. Parce que vous pouvez arrêter une personne, mais vous n'allez pas arrêter tout le monde. Ça, c'est évident. Si on s'entête, on reste dans ce cadre, on le fait. Si c'est tout le peuple qui se joint, parce que c'est en train de se faire un peu partout, comment vous allez vers ça? Ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer. Quand ça dégénère, vous n'avez plus le contrôle. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous pensons qu'on peut effectivement mettre un frein à ça s'il y a cette volonté politique. C'est ça. Merci. Nous, en tout cas, on n'exclut pas que ce soit effectivement à ce niveau que se situent toutes les responsabilités. D'accord, voilà. Merci. Ça ne reste plus qu'à vous dire merci, docteur, de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci.